Alors bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire. Et ce coup-ci, c'est non seulement repérer la manipulation au quotidien, mais en plus de ça, ça va être aussi ce qu'on peut faire pour s'en tirer le plus facilement possible. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka. Sans divan. Alors, déjà, pour commencer, la manipulation au quotidien, c'est pas une forme de stratégie obscure, machin, etc., etc. C'est tout simplement une méthode que tout le monde utilise, vous aussi, hein, c'est pas toujours conscient, une méthode que tout le monde utilise, c'est une façon tout simplement d'obtenir quelque chose en jouant sur ce qu'on appelle les biais humains ou les biais psychologiques. Alors un biais, c'est quelque chose dont on parle pas mal en psychologie cognitive et en psychologie clinique. Et en fin de compte, c'est un raccourci mental. C'est-à-dire que notre cerveau, il utilise constamment des raccourcis pour aller plus vite, pour économiser de l'énergie, pour prendre des décisions rapides, etc., etc. Mais ça, c'est dans tous les domaines du quotidien. En fin de compte, si vous faites un regard circulaire comme ça, de droite à gauche, vous croyez que vous voyez tout ce qu'il y a aux environs, mais c'est pas vrai. Votre œil envoie des informations au cerveau, et le cerveau, lui, il va faire le tri. Il va pas envoyer toutes les informations que voit votre œil. Il va prendre les informations qu'il voit, par exemple, dans cette image, puis après dans cette image, et après dans cette image, et puis il va faire des raccourcis en reliant les trucs. Parce que si notre cerveau devait absolument éplucher tous les sons, toutes les images, toutes les impressions, il n'en finirait pas, tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que ça vous est sûrement arrivé, on est là en train de chercher quelque chose, c'est devant votre nez et vous ne le voyez pas. Eh ben, c'est tout simplement parce que votre cerveau a pris la photo à gauche, la photo à droite, et puis pas ce qu'il y avait entre les deux. Donc, il n'y a rien de magique. On a plein de biais comme ça et notre cerveau les utilise et généralement, ça peut être très utile parce que très souvent, les biais, ça, c'est prévisible. On fait un certain raisonnement et ça devient... Alors, le biais cognitif, dans ce cas-là, c'est tout à fait normal, mais ça devient problématique quand ça conduit à des décisions répétées, des décisions défavorables dans différentes relations, que ce soit le travail ou des jugements moraux, etc. Par exemple, ce qui pourrait être l'exemple d'un biais, ça va être que je suis en voiture avec l'une d'entre vous, et puis on crève, et puis je sors et je remplace la roue. Et puis un jour, vous avez un problème de bagnole, et puis vous dites, tiens, Cyril, toi qui t'y connais en voiture, qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce que tu peux venir m'aider? Or, moi, la seule chose que je sais faire dans une bagnole, c'est changer une roue, mettre de l'essence et mettre de l'huile. Voilà, de l'eau éventuellement. Mais on a pris un biais parce que, un tel a pu résoudre ce problème. Donc, notre cerveau a dit, OK, donc il ou elle peut résoudre tel et tel problème. Donc, ces biais, ce sont des choses qui sont totalement normales, qui sont utilisées régulièrement, et qu'on utilise pour simplifier la réalité. Ça nous mène à des jugements rapides, mais très souvent qui vont être donc partiellement faux. Les biais vont être utilisés en manipulation quand, par exemple, vous avez un collègue qui va vous dire « Tiens, écoute, toi, t'expliques tellement bien, est-ce que tu pourrais pas présenter ce dossier à ma place ?» Là, encore une fois, c'est pas un génie machiavélique, c'est ce qu'on appelle le biais de valorisation pour obtenir un service. Ou alors, vous allez avoir un ami qui va venir vous voir, qui va dire « écoute, je passe juste déposer une enveloppe, je te dérange pas ?» Et puis, en fait, il va rester 1 heure. Encore une fois, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est une tactique d'engagement. Donc, on est en fin de compte pas dans de la psychiatrie, mais on est dans de la psychologie sociale. Alors, pourquoi mon ex-mari disait pareil pour faire le marché? Ouais, tout à fait. Beaucoup de ces manipulations, on les apprend en tant qu'enfant, on en est plus ou moins conscient, on sait parfaitement comment ça va marcher. Si vous avez votre gamin qui vous dit « si je tonds la pelouse, est-ce que tu m'achèteras une glace ?»
Il utilise un biais. Il vous offre un service en attendant d'avoir quelque chose en retour, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que ça marche d'utiliser ces formes de manipulation? Eh bien, ça marche tout simplement pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que notre cerveau, il a besoin de cohérence. Il a besoin que les choses soient cohérentes les unes avec les autres et que ça se tienne debout. Bonsoir, Marty. Et par exemple, ça va être si vous avez dit oui une première fois, vous avez plus de tendance à dire oui une seconde fois. C'est-à-dire que vous avez un voisin ou un copain qui vous demande « Tu peux m'aider à descendre ce carton ?» Et puis vous dites « Ouais, pas de souci. » Et puis une fois que vous êtes là, il vous dit « Écoute, maintenant que tu es là, tu peux aussi m'aider à sortir les deux autres. » Pour votre cerveau, c'est cohérent. Même si ça ne vous plaît pas trop, même si vous sentez que vous avez été piégé, et c'est le cas, pour votre cerveau, il faut garder une certaine cohérence. Vous avez déjà dit oui à un carton. Il faudrait une très très bonne raison pour ne pas dire oui au second carton ou au troisième. Votre cerveau veut rester cohérent, donc il est plus naturel pour votre cerveau de dire oui une seconde fois. Et puis, vous avez ce qui s'appelle le principe de réciprocité. Alors, le principe de réciprocité, ça va être, vous allez avoir un collègue qui va vous amener un café. Comme ça, sans vous prévenir, juste pour être sympa. Tiens, voilà, café avec 2 sucres, etc. Et donc, ce qui fait que s'il vous demande un service, juste après, vous allez vous sentir obligé de répondre oui. Je me souviens, ça faisait pas longtemps qu'on était arrivé en France. Et l'une des premières choses qu'on a rencontrées, c'était un représentant de France Loisirs. Donc, ça frappe à la porte, je vais ouvrir. Le gars, il dit « Bonjour, je viens de France Loisirs, tenez, voici une carte de membre. » Et moi, je prends la carte de membre. Là, vous avez accepté quelque chose. C'est beaucoup plus difficile après de dire au mec « Bon, écoute, ta carte, tu peux te la coller à ton hangar au thermomètre. Moi, j'en veux pas. » C'est difficile, vous avez reçu quelque chose. C'est le principe de réciprocité, c'est vachement ancré dans l'évolution humaine. Et dans le fonctionnement des groupes, parce que notre cerveau, il est en fin de compte programmé pour maintenir un équilibre social. Parce que dans toutes les cultures qu'on a pu étudier jusqu'ici, enfin les cultures humaines, en tout cas, on va retrouver la même règle. Si quelqu'un me donne, je dois rendre. Parce que dans les groupes humains, on est interdépendants. La survie dépend de la coopération durable du groupe. Si vous avez des individus qui ne rendent jamais les services, qui ne rendent jamais rien, ces personnes sont exclues du groupe. Et être exclu du groupe, c'était, à l'époque, en tout cas, c'était un risque vital. Donc, cette réciprocité, c'est devenu un réflexe quasi automatique. Notre cerveau social va l'enclencher extrêmement rapidement. Et puis, non. Là, il y a Eva qui me dit, si on a dit non la première fois, la personne qui tente en créant une situation stressante, voire totalement bloquante au dernier moment, c'est un biais sain ou de la manipulation. Ça, c'est autre chose. Je vais y arriver d'ailleurs. C'est ce qui s'appelle la méthode de... Oui, on va voir. Pas de souci, Eva. Donc, notre cerveau va détecter ce déséquilibre, qu'on a reçu quelque chose qu'on ne rend pas, et on va vouloir refaire un équilibre en quelque sorte. Et donc, cette forme de dette sociale, c'est inconfortable pour notre système émotionnel qui va... c'est par rapport à notre sentiment d'équité, de justice, etc. Donc, on a beaucoup de mal à refuser un service après avoir reçu quelque chose, ça risque de menacer la relation. Donc, en gros, ça, c'est le principe de réciprocité. Et enfin, vous avez le sentiment d'urgence ou le sentiment de confusion. Alors ça va être un truc du genre, vous avez une personne qui va vous dire au fait, le rendez-vous qu'on avait, je vais être obligé de le tenir dans 20 minutes. Tu peux venir ? Et là, du coup, vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas la possibilité, et vous allez avoir une tendance à accepter. Parce que c'est maintenant, c'est tout de suite, il faut prendre la décision. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas ceci, tu ne peux pas cela. Donc,
personne n'échappe vraiment à ces tendances. C'est très naturel pour nous de répondre de cette façon à ces tendances. Et ça peut être naturel pour nous, mais plus naturel, entre guillemets, pour certains manipulateurs que pour d'autres, d'utiliser ces méthodes. Et justement, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de reconnaître ces tactiques, nommer ce que l'on voit, et puis de cette façon, apprendre à répondre exactement ce qu'il peut se passer sans entrer dans le jeu. Parce qu'à partir du moment où vous entrez dans le jeu, quand on parle de jeu psychologique, quel que soit le jeu qui est démarré, que ce soit un jeu démarré par un narcissique qui vous lance un appât pour essayer de vous faire une réaction, que ce soit un piège tendu par votre petit chéri pour essayer, même si c'est quelque chose de gentil, à partir du moment où vous entrez dans le jeu, vous avez perdu, vous allez perdre. Ne rentrez pas dans le jeu, quel qu'il soit. Donc là, on va voir 5 des mécanismes les plus courants. Alors, il y en a beaucoup plus que 5, bien entendu, mais certains sont quand même plus courants que d'autres, plus utilisés que d'autres, et donc, du coup, ça va être sur ces 5-là, aussi parce que sans ça, on risque d'y passer plusieurs heures. Donc, on va se concentrer sur ces 5 très utilisés. Alors, le premier mécanisme, c'est la méthode qui s'appelle le pied dans la porte. C'est en fin de compte le truc d'un représentant qui met le pied dans la porte quand vous allez la fermer pour que vous ne puissiez pas la fermer. Alors, un exemple, on accepte à bisous, ça veut dire OK de faire l'amour. Ouais, exactement. C'est exactement de cette façon que ça fonctionne. C'est-à-dire que, par exemple, le bisou et faire l'amour, c'est parfait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de campagnes, en tout cas au Danemark, je ne sais pas comment c'est en France, mais au Danemark, il y a eu pas mal de campagnes qui disaient, mais même si tu vas prendre un verre chez lui, ça ne veut pas dire que tu dois coucher avec lui. Et là, si vous remarquez, il y a en fin de compte 2 biais. Il y a le premier biais dont je vous ai parlé, qui est celui que vous avez accepté le premier truc, et donc votre cerveau va vouloir de la cohérence. Et puis après, on peut utiliser les autres biais, justement la réciprocité et éventuellement l'urgence. On peut y venir également. Donc, c'est vraiment des phénomènes qui sont extrêmement utilisés. Et pour certains, un verre suffit, nous dit Laurence, tout à fait. Et ça peut être dans une foule d'exemples. Alors là, c'est un exemple intime, mais par exemple, au travail, ça peut être quelqu'un qui vous dit « Tiens, tu peux relire mon truc, mon dossier, là ?» Et puis « Oui, bien sûr, je peux relire, ouais, pas mal. » Ben, écoute, maintenant que tu l'as lu, est-ce que tu peux reformuler la conclusion ? Eh bien, attends, je t'ai dit oui à le relire. Mais oui, dans ce cas-là, on va reformuler la conclusion. Ou alors, en famille, écoute, tu peux garder les enfants 10 minutes ? Ouais, pas de souci. Ok, bon, je suis en retard, je reviens dans 30 minutes. Si vous avez l'impression que la demande, en fin de compte, grossit sous vos yeux, eh ben, c'est exactement ça. Et ça, c'est le principe du pied dans la porte. Et à ça, la réponse est extrêmement simple. C'est d'une simplicité absolue. Alors, prenez vos notes, Stella. Et c'est j'ai accepté X, mais pas Y. Et j'arrête là. Et ça va être oui, j'ai relu ton document, mais non, je ne vais pas faire la mise en forme, ou non, je ne vais pas écrire la conclusion. C'est tout. Ce sont 2 demandes qui sont bien distantes l'une de l'autre. C'est 2 demandes différentes. Et parce que vous avez dit oui à un, ça ne veut pas dire que vous dites oui à l'autre. Tout simplement. C'est la main tendue et le bras arraché, en gros, ouais. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement répondre de cette façon. La deuxième méthode, je pense que c'est celle-là dont parlait Eva, c'est celle qui s'appelle la porte dans le nez. Alors, la porte dans le nez, c'est un autre mécanisme où on va vous faire une demande hors de proportion pour après vous faire une demande plus acceptable. Par exemple, fais mal la porte dans le nez. Ouais, c'est vrai. Par exemple, ça va être, dis donc, machin, tu peux couvrir ma semaine d'astreinte la semaine prochaine ? Ouais, non, ça va pas. Bon, ok. Alors, au moins demain. Ok, bon, demain, ça va. Et voilà. Un ami qui vous dit « Tu peux m'héberger une semaine ?» Ah bah non, une semaine, je peux pas. Bon, est-ce que tu peux m'héberger au moins jusqu'à demain ?
juste ce soir. Eh oui. La première demande, en fin de compte, sert à rendre la seconde demande plus acceptable. Et ça, c'est également... Enfin, en fin de compte, votre collègue, à la base, il ne voulait pas que vous couvriez toute sa semaine d'astreinte, il voulait seulement que vous couvriez demain. Et votre ami, il n'avait pas besoin d'un hébergement de toute une semaine, il avait seulement besoin d'un hébergement d'un soir. Mais en demandant plus, et en sachant pertinemment que vous allez dire non, bah du coup, la deuxième demande paraît acceptable, et donc, du coup, plus acceptable. Et Sido demande si ce sont les bases de négociation. Oui, exactement. Et ça, c'est dans toutes les négociations. Alors, au Danemark, même principe. Il n'y a pas de salaire minimum. Au Danemark, il n'y a pas de SMIC. Ça, c'est les partenaires sociaux qui, tous les 2 ans, ils se rencontrent. Vous avez les syndicats patronaux qui parlent avec les syndicats différents travail, et puis ils se mettent d'accord sur des accords. Les accords, après, sont valables pour 2 ans, d'ailleurs. Les accords sont envoyés aux membres des syndicats. Les syndicats votent oui ou non. Si les syndicats votent oui, il y a des accords pour les 2 ans à venir. Si les syndicats votent non, il y a grève. Et ils retournent à la table des négociations. Et à la table des négociations, bien entendu, la première chose, ça va être les syndicats travailleurs vont demander une augmentation de 50%. Les syndicats patronaux vont demander une rallonge de la semaine de travail de 30%. Et puis, petit à petit, on va diminuer. Donc, en tant que réponse, pour la réponse de porte dans le nez, là, votre réponse, encore une fois, ça va être de traiter chaque demande séparément, comme une demande en soi. Parce qu'en fin de compte, c'est une demande en soi. La première, c'est un brouillard, en quelque sorte. Donc, comme exemple, vous répondez, non, je ne peux pas faire toute la semaine d'astreinte. Alors, et demain ? Demain, c'est une autre demande. Est-ce que vous pouvez demain ? Ou est-ce que vous voulez demain ? Et là, dans ce cas-là, vous pouvez dire non, je suis désolé, je ne peux pas demain non plus. Ce sont 2 demandes. Et cette phrase, la façon de traiter ça comme 2 demandes bien distinctes, ça neutralise totalement la technique. Oui, Eva a remarqué, sans justification. Tout à fait. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le non et comment dire non, regardez-la. Ne donnez jamais de justification. Vous n'avez pas à vous justifier. Si vous n'avez pas envie parce que vous allez boire un verre avec un beau mec ou parce que vous avez envie de vous faire les ongles ou ce que vous voulez, c'est votre problème. Vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit. C'est quoi ce truc ? Donc, ne prenez pas de comparaison, vous prenez ça comme 2 principes totalement différents. La troisième méthode très utilisée, c'est le brouillage. Alors le brouillage, c'est quand quelqu'un change les règles en cours de route. Alors ça peut être avec un Z, du verbe être. Je suis. Donc ça peut être de façon plus ou moins subtile, bien entendu. Et ça va être un truc du genre, on déjeune ensemble aujourd'hui ? Ouais, pas de souci. Ah ouais, à propos, j'ai aussi invité machin au truc, au bidule que vous pouvez pas piffer. Vous dites merde. Ou alors, tu peux venir m'aider à déplacer un meuble ? Ouais, bien sûr. Et puis vous arrivez là et vous vous rendez compte qu'en fin de compte, il y a 4 meubles. Tu peux m'accompagner au magasin ? Ouais, pas de souci. Puis finalement, il y a 2 ou 3 arrêts rapides, entre guillemets, avant. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'on déstabilise la personne ou la situation juste suffisamment pour faciliter un oui. Et puis, une fois qu'on a le oui, on lui balance la sauce, on lui balance le reste. Donc, la réponse au brouillage, elle est simple, en fin de compte. La meilleure réponse au brouillage, c'est de clarifier les choses. Ça, on y reviendra. Le fait de clarifier, c'est essentiel. Et ça va être de clarifier le truc. Et ça va être de dire, attends là, tu m'as demandé de déplacer un meuble. Moi, s'il y en a 4, je ne peux pas. Et c'est tout. La personne en question a mis un flou. Vous mettez de la clarté. Il ne faut pas hésiter à demander et à mettre de la clarté, à poser des questions éventuellement.
Ou si on déjeune ensemble et en fin de compte, j'ai invité machin. Ouais, mais attends, moi j'ai dit oui à ce qu'on déjeune ensemble. Je ne suis pas intéressé à déjeuner avec toi et machin. C'est tout. Et encore une fois, aux grandes dames de Eva, sans justification. Ça ressemble un peu au pied dans la porte. Pas tout à fait, parce que ça vient plus graduellement. Et en fin de compte, le pied dans la porte, il va de gros à petit, que là, on va en fin de compte à l'inverse. On va de petit à gros. On vous demande déjà un petit truc, et puis après, on grossit la tâche, en quelque sorte. Ensuite, le quatrième mécanisme très utilisé, ça va être la réponse urgente. Il faut que ce soit maintenant. Et ça, on le connaît tous. Et vous avez qu'à aller sur Amazon ou sur n'importe quel site. Vous allez voir, par exemple, à côté d'un article, il va y écrire « plus que 2 en stock ». Ça veut dire, si vous ne vous maniez pas, il va disparaître. Je le recommanderai après Noël. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'enchaîner tous les mécanismes à la suite ? C'est rare, mais il peut y avoir, enfin, par exemple, vous pouvez en combiner plusieurs. Vous pouvez, par exemple, combiner l'urgence avec les autres. Ou vous pouvez essayer, si la personne, si vous répondez non, la personne peut essayer d'utiliser différentes méthodes pour vous faire changer d'avis, et là, peut utiliser certaines autres méthodes. Et donc, la situation d'urgence, c'est parce que l'autre sait parfaitement que si les décisions rapides sont plus impulsives, on a plus une tendance à dire oui, ou à acheter, ou à agir maintenant, parce que on ne sait pas si on pourra plus tard. Enfin bref, ça joue sur ces trucs-là. Et donc, vous allez avoir, écoute, ou tu acceptes maintenant ou j'annule, c'est maintenant ou jamais, écoute, il faut que je sache avant que tu partes, ce genre de truc qui, vraiment, si vous pouvez sentir, on est en train de vous mettre la pression. Et ça, c'est extrêmement simple à gérer, extrêmement simple. Attention, je n'ai pas dit facile, c'est un mot que j'utilise très rarement. Il y a une différence entre les choses simples et les choses faciles, c'est pas tout à fait la même chose. Et la réponse est extrêmement simple et redoutable. Votre principe doit être, très simplement, si ça ne peut pas attendre, la réponse est non. Tout simplement. Ne vous laissez jamais mettre la pression pour quoi que ce soit. À partir du moment où la personne insiste, commence avec ses urgences, machin, etc., c'est non. C'est non. Si tu as besoin d'une réponse immédiate, c'est non. Si ça peut attendre, tu me redemandes plus tard. Et de cette façon, vous reprenez le contrôle du tempo. Et vous allez remarquer... Ah oui, c'est clair que les narcissiques n'aiment pas ça, me dit Sylvain. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'ils ne vont pas aimer. Mais ça, de toute façon, à la limite, ils n'aiment rien. Donc du coup, à part eux-mêmes. Donc, voilà. Donc, vous reprenez le contrôle du tempo et vous coupez la pression. Tout d'un coup. Tout simple. Enfin, on a... Ça risque pas d'engendrer un conflit, me demande Eva. Si. Et alors ? De toute façon, si vous avez un conflit à propos de ça, vous savez où vous pouvez placer cette amitié ou cet amour. Hein. De toute façon, quelqu'un qui essaie de vous pressurer ou de vous presser à quelque chose, il y a manipulation. Vous n'avez pas besoin de ce genre de personne dans votre vie. Si son amitié, son amour, sa fidélité, ce que vous voulez, dépend de la rapidité avec laquelle vous lui obéissez, va falloir qu'il s'achète un chien plutôt qu'une compagne ou qu'un copain. Et puis, vous avez donc la culpabilisation. Et la culpabilisation... alors, ça va être un truc du genre, écoute, avec tout ce que je fais pour toi, et pourtant, moi, je pensais que je pouvais compter sur toi, moi, je croyais que tu pourrais me comprendre, je croyais vraiment pas que tu étais ce genre de personne. Et là, le but, c'est tout simplement de provoquer une émotion pour vous pousser à dire un oui. Et là, c'est plus une demande, c'est aussi une pression, mais c'est pas une pression d'urgence, c'est une pression émotionnelle, tout simplement. C'est en mode victime. Ouais, très souvent, ça va être en mode victime. Si vous avez vu ma vidéo sur le webinaire sur le non,
c'est ce dont je parle quand je parle du piège de la compassion. Ça va être un des pièges qui va être utilisé pour vous faire agir, pour transformer votre non en oui. Et avec ça, même méthode que celle que je vous ai appris sur cette vidéo, vous comprenez ce qui a été dit, vous comprenez son ressenti, parce que bien entendu, c'est jamais agréable que la personne ressente, soit blessée, machin, etc. On peut parfaitement comprendre ça, mais ma réponse reste non. Oui, je comprends que tu sois déçu, mais ma réponse reste non. Oui, je comprends que tu aurais préféré autre chose, mais je reste sur ma décision. Donc vous pouvez parfaitement avoir de l'empathie, vous pouvez parfaitement comprendre ce qui s'est passé, mais vous ne faites pas de cession et vous ne remettez rien sur le terrain. Alors, en gros, on va dire qu'il y a quelques réponses qui vont être universelles. Déjà, il vous faut avoir quelques signaux d'alerte en tête. Et en quelques secondes, si vous avez un de ces signaux d'alerte, un de ces voyants rouges qui démarre, il faut réagir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme signaux d'alerte, vous avez pression à répondre vite, donc tu me donnes une réponse maintenant. Vous avez la demande qui change en cours de route, un café qui devient un déménagement. Vous vous retrouvez à vous justifier, n'est-ce pas, Eva ? À partir du moment où vous commencez à voir que, en fin de compte, là, je suis en train de me justifier. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous ne pouvez pas, ou pourquoi vous ne voulez pas, ou pourquoi vous n'avez pas envie. Vous ne devez rien à personne, peu importe. Si vous avez une émotion généralement négative qui se déclenche soudainement, la culpabilité, la peur de décevoir, vous vous sentez en dette. Alors ça, c'est une règle générale que j'ai enseignée depuis l'époque où je travaillais avec les problèmes, les problèmes sectaires. C'est que toute relation toxique inclut de la culpabilité. À partir du moment où il y a de la culpabilité, où vous ressentez de la culpabilité, fuyez. C'est toxique. Que ce soit dans ce cas-là, c'était une secte ou un groupe ou une communauté ou ce que vous voulez, que ce soit une personne, que ce soit un travail, que ce soit n'importe quelle relation, que ce soit une relation amicale ou que ce soit une relation amoureuse, aucune relation ne doit jouer sur la culpabilité. La culpabilité doit être un signal d'alarme extrêmement fort. Ça doit clignoter rouge dans toute votre tête. Vous devez entendre un petit Cyril qui est en train de piétiner, de faire des petits bonds comme ça dans votre cerveau, en train de vous dire attention, 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 culpabilité. D'accord ? Faites-moi plaisir et prenez ce petit Cyril qui vous avertit quand vous avez la culpabilité. Seulement un seul de ces signaux, c'est suffisant pour vous dire « Ouh, là, il faut que je prenne du recul ». Si la pression dépasse l'importance de la demande, ça veut dire qu'il y a manipulation. Très bien, Evena, vous y penserez la prochaine fois. Et Eva aussi, très bien. Il n'y a aucune raison que quelqu'un vous mette la pression, quelle qu'elle soit. Enfin, je veux dire, une pression pour déplacer des cartons, pour l'emmener dans un magasin, pour ceci, pour cela. Vous avez plus de pression pour l'accompagner à un magasin que pour un vrai problème. C'est disproportionné, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous avez une telle pression, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et donc, ça n'est pas une demande normale. Et donc, la règle est très simple. Vous n'acceptez pas tout simplement. Si la pression dépasse l'importance de la demande, il y a manipulation. Vous prenez un pas de recul. X n'implique pas Y, tout simplement. Ça peut parfaitement être, oui, je veux bien t'emmener au magasin, mais non, je ne vais pas attendre 2 heures. Oui, je peux relire, mais non, je ne vais pas refaire ton document ou ta conclusion, je ne sais plus ce que je vous avais proposé. Vous gardez le contrôle de ce que vous acceptez. Le problème étant de faire le distinguo. Mais si on a fait une connerie, on peut se sentir coupable. Mais là, c'est autre chose.
quand on fait une connerie, on se sent coupable et généralement, on va essayer de réparer sa connerie et puis on ne va pas la refaire. Ouais. Si vous faites la même connerie plusieurs fois, c'est plus une connerie, c'est plus une erreur, c'est de la manipulation. Point à la ligne. Donc, il y a une différence entre culpabiliser parce qu'on se dit oh merde là. J'ai peut-être pas fait la... oui, voilà. Mais si l'autre vous accuse de lui avoir brisé le cœur parce que vous n'avez pas accepté certaines choses, ou parce que vous ne voulez pas ceci, ou parce que vous ne voulez pas cela, ou parce que vous ne voulez pas rentrer dans son jeu encore une fois, il n'y a pas à vous sentir coupable. Vous n'êtes pas coupable de ça, ce n'est pas vous la responsable. Donc là, la personne est en train de jouer sur votre culpabilisation. Donc, souvenez-vous que X n'implique pas Y. Donc, si vous acceptez de déplacer une caisse, c'est pas pour en déplacer 4, c'était un meuble, je crois. Bon, bref, c'est pas parce que vous acceptez une des choses que vous acceptez les autres. Donc, vous gardez le contrôle. Et deuxième réponse universelle, ça va être le délai. Ça va être, écoute, je te réponds plus tard. Je te dis ça après manger. Je te répondrai ce soir. Je te répondrai demain. Je regarde mon agenda. Je reviens vers toi. Un simple délai, dans 90% des cas, ça va annuler les urgences artificielles. Parce que bizarrement, en fin de compte, il y a très très peu de choses qui demandent vraiment une réponse immédiate. C'est vraiment extrêmement rare. Oui, ça peut arriver, mais bon, ça dépend si les meubles viennent d'IKEA ou pas. C'est pratique s'ils viennent d'IKEA, vous pouvez les mettre dans une boîte et puis après. Voilà. Troisième réponse universelle, c'est donc oui, j'ai compris, mais ma réponse reste non. Non, je ne peux pas venir, j'ai bien compris ce que tu demandes, mais ma réponse reste non. Non, je ne prête pas d'argent, j'ai bien entendu que tu en as besoin, mais je ne change pas d'avis. Et là, même principe, ne commencez pas à vous justifier, surtout aucune justification, parce qu'à partir du moment où vous en dites plus que ça, c'est une porte ouverte. Ça va être quelque chose qui va être attrapé. Donc, pas de justification. Ouais, vous restez ferme sur la limite, tout simplement, et vous ne vous justifiez pas. La plupart du temps, vous êtes vis-à-vis d'une personne plus ou moins de votre âge. En tout cas, c'est quelqu'un qui a plus de 7 ans, voire de 14 ans. Donc, du coup, ces personnes peuvent parfaitement comprendre un non et n'ont pas besoin de justification. C'est aussi simple que ça. Il faut que ça reste aussi simple que possible pour avoir aussi peu de prise que possible et aussi propre et inattaquable. Enfin, voilà. Donc, pour terminer, vous avez ces 3 clés qui sont extrêmement importantes à se souvenir, qui sont donc de clarifier, de délayer, de dire non proprement, en fin de compte, de garder son calme. Clarifier, ça veut dire que vous enlevez le flou. Vous remettez un petit peu de la lumière, vous demandez exactement qu'est-ce qui est demandé. Parce que presque quasi toutes les techniques de manipulation vont reposer sur un certain niveau de confusion. Ça va être sur des phrases ambiguës, sur la demande qui glisse, l'objectif qui devient flou. Et quand on n'a pas toutes ces informations, on peut avoir une tendance à dire oui plus facilement. Et donc là, du coup, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est clarifier le truc. C'est « Attends, on parle de quoi exactement là ? Qu'est-ce que tu dis exactement ? Tu me demandes quoi exactement ? Qu'est-ce que tu demandes exactement ? Ça représente combien de temps ? C'est un meuble ou c'est 4 meubles ? Oui ? Clarifier les trucs, il ne faut pas hésiter. On demande de reformuler. Ouais. Alors, peut-être pas de reformuler parce que tout le monde ne comprendra peut-être pas le truc, mais dans ce cas-là, parce que la reformulation peut être tout aussi floue. Si vous êtes vis-à-vis d'une personne manipulatrice, elle risque de reformuler de façon tout aussi floue. Et là, c'est pas le truc, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est les lignes claires. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur poser des questions fermées. Vraiment, mais tu me demandes quoi précisément ? Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux que je déplace ce meuble ou est-ce que tu veux qu'on déplace les 4 meubles ? Est-ce que tu veux que je t'accompagne au magasin ou est-ce que tu veux t'arrêter chez machin, etc. d'abord ?
Et là, si la personne continue à reformuler des trucs plus ou moins ambigus, tout aussi peu clairs, laissez tomber. Quand ça veut dire que, OK, là, il y a manipulation, on n'en parle plus. Délayer le temps est extrêmement important. Refuser à tout prix la pression temporelle. Parce que les urgences, il y a baleine sous gravier, ouais. Parce que l'urgence artificielle, c'est l'un des outils les plus efficaces pour obtenir un oui. On vous coupe votre capacité à réfléchir. Donc, je te réponds plus tard. Je te redis ça ce soir. Vous enlevez la précipitation qui est l'outil, enfin l'ingrédient principal de cette manipulation. Ce délai, ça va vous redonner vos repères, ça va vous redonner votre calme, votre capacité de décision, votre liberté. Et vous reprenez la main sur le tempo. Et là, du coup, si vous voyez que la personne continue avec la pression, là, vous pouvez vous dire, oui, bon, là, il y a manipulation, tout simplement. C'est non. Donc, la troisième chose, c'est de rester donc calme, c'est de dire clairement non. Et non, c'est pas une attaque. Hein. Non, c'est tout simplement ne pas vouloir quelque chose. Point à la ligne, vous avez parfaitement le droit de dire non à ce que vous ne voulez pas, ou à qui vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez pas faire, et un non très court, très calme, très stable, sans justification. Pourquoi ? Encore une fois, parce que si vous commencez à vous justifier, ça va être discuté, la justification va être retournée contre vous, on va augmenter la pression, on va exploiter l'ouverture. Donc non, un non tout simple, tout propre, sans agresser, mais sans laisser d'espace aux tactiques diverses, et vous restez sur votre non. Ben non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas aujourd'hui. Non, je ne peux pas demain. Non, je ne peux pas cette semaine. J'ai bien compris, mais ma réponse reste non. Et puis c'est tout. Encore une fois, ces trois clés, clarté, temps et calme, vous suffisent parce que toutes les manipulations au quotidien, ça va être le flou, la pression et la justification forcée. Eh bien, écoutez, merci d'être venu et je vous retrouve donc l'année prochaine pour un autre webinaire. Si vous avez envie que je traite d'un sujet bien spécifique, n'hésitez pas à m'écrire à cyril@malka.fr et moi, je vous retrouve donc l'année prochaine. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan.